Bonjour à tous et bienvenue pour votre revue hebdomadaire de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, des lézards qui ne supportent pas la chaleur, des gènes qui permettent de vivre en altitude et des souris qui expriment la douleur sur leur visage. Cela peut vous paraître surprenant, mais il semblerait que les lézards ne supportent pas tant la chaleur que ça. Des chercheurs viennent de s'apercevoir qu'un lézard sur 10 aurait disparu au Mexique suite à l'augmentation des températures depuis 1975. Mais ce n'est pas tout. Selon la même équipe, le réchauffement est si rapide qu'un cinquième des lézards pourrait avoir disparu d'ici 70 ans. Pour parvenir à ces projections, les chercheurs ont utilisé un dispositif électronique mimant la température corporelle d'un lézard au soleil. Ils ont placé ces appareils thermiques en différents lieux du Mexique. En tenant compte de la quantité de rayonnement solaire qu'un lézard peut supporter, l'appareil peut ainsi prédire les zones du globe où le reptile risque de disparaître. Aujourd'hui, les plus exposés seraient les lézards qui portent leurs petits, car ils ont une température corporelle tout simplement plus basse. Devinette, si une chose a disparu, est-ce parce qu'elle n'est plus là ou parce que l'observateur ne peut plus la voir? La question peut sembler étrange, et pourtant elle est au centre d'une discipline comme la paléontologie, la science des fossiles. Exemple pris parmi d'autres, la faune de Burgess. Découverte au Canada au début du XXe siècle, il s'agit d'un ensemble d'animaux marins fossilisés mis au jour dans une couche géologique vieille de 500 millions d'années. Une faune unique en son genre, si unique même que les chercheurs l'ont considérée comme typique de la période cambrienne. Et pourtant, erreur. Une équipe internationale vient en effet de découvrir, cette fois au Maroc, une faune plus récente et ressemblant étrangement à celle de Burgess. Contrairement à ce que l'on croyait, la faune de Burgess ne se serait donc pas éteinte au Cambrien. Il faut dire que les traces de ces animaux sont extrêmement difficiles à trouver. Pourquoi ? Parce que cette faune est principalement constituée d'espèces à corps mou, des corps qui se fossilisent très difficilement. Pour certains, vivre en altitude, c'est le paradis. Mais côtoyer les nuages a un prix. Si l'air y est plus pur qu'en basse altitude, le respirer est beaucoup plus difficile. Certains d'entre vous ont peut-être déjà été victimes du mal de l'altitude, un état qui se caractérise par un manque d'oxygène et qui peut aboutir à de sérieux problèmes de santé. Malgré tout, certains peuples se sont parfaitement adaptés à ces hauteurs. C'est le cas des Tibétains. Pour comprendre comment ils parviennent à survivre sur le plus haut plateau du monde, des chercheurs ont comparé avec leurs gènes ceux des habitants des plaines de Chine. À l'issue de ces comparaisons, deux gènes ont été mis en évidence, EGLN1 et PEPARA, deux gènes propres aux Tibétains et qui leur conféreraient un faible taux d'hémoglobine sanguine. C'est cette spécificité qui leur permettrait de vivre sans complications à haute altitude. C'est dans la revue médicale The Lancet que vient d'être publié un vaste panorama de la mortalité avant 60 ans dans le monde. Une équipe américaine a en effet analysé 40 années de statistiques de 1970 à 2010 pour 187 pays. Les taux de mortalité prématurée les plus faibles, Chypre pour les femmes et l'Islande pour les hommes. En queue, presque tous les pays d'Afrique subsaharienne et ceux de l'ex-Union soviétique. En France, la mortalité avant 60 ans a régressé de 34% chez les femmes et de 19% chez les hommes. Toutefois, les progrès ont été moins spectaculaires dans l'Hexagone que dans bien d'autres pays industrialisés, notamment en ce qui concerne la mortalité prématurée masculine. Elle demeure l'une des plus élevées d'Europe et, sur ce plan, la France se classe à la 34e place mondiale. Constat tout aussi mitigé pour la mortalité prématurée chez les femmes. La France occupait la 12e place en 1990, elle recule à la 23e aujourd'hui. Des chercheurs japonais recommandent cependant d'observer ces chiffres avec un certain recul. Selon eux, seulement 26% de la population mondiale vit dans des pays
possédant des relevés complets des naissances et des décès. Les statistiques ne présentent donc pas la même fiabilité sous toutes les latitudes. Selon une étude menée par des chercheurs canadiens, la souris, tout comme l'humain, exprime la douleur par le biais d'expressions faciales. Pour en arriver là, les chercheurs ont injecté à des souris de laboratoire une substance inflammatoire provoquant une douleur équivalente à un mal de tête. 5 caractéristiques faciales ont alors été observées: la fermeture de l'œil, le renflement du nez et des joues, et le changement de position de l'oreille et des moustaches. Repérer l'expression de la douleur chez la souris de laboratoire pourrait permettre, selon les chercheurs, de mieux évaluer l'impact des expériences menées avec cet animal. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi, rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, vous pouvez suivre l'actualité scientifique sur le site de la rédaction Science Actualité. À la semaine prochaine.